Je dis toujours, en déplaise à mes collègues, que la pédiatrie a été la fille de la gynéco-obstétrique. Parce que qui connaît l'histoire, les jeunes sont là, ils connaissent les critères de Budin et d'autres. Ils savent que ce soit les couveuses, le gavage, la néonatologie a été créée par ce qu'on appelle les accoucheurs de Paris. Ils furent les premiers. Et c'est après que la pédiatrie a pris son indépendance et son essor. Alors associer la mère et l'enfant a toujours été une préoccupation des sociétés. Vous pouvez envoyer la première diapo s'il vous plaît. J'ai un ami, je lui dis, tu vas arroser tes agrumes. Il me dit, non Keïta, je suis en train de les stresser. Je dis, pourquoi? Parce que quand il manque d'eau, il y a beaucoup de bourgeons. Il faut beaucoup de bourgeons. Mais quand les bourgeons sont là, en ce moment on les arrose. Parce que figure-toi que les arbres ont un instinct de survie. Et il en est des hommes, la même chose que les hommes. De tout temps, première diapo, les sociétés sont préoccupées de leur survie. Certains philosophes disent même que le premier devoir d'un être humain, c'est de survivre en procréant. Ainsi, la mère et l'enfant sont devenus indissociables et la survie de l'espèce est liée à la qualité de nos produits. Bon, on va faire quelques rappels de différents programmes sur le privilège des gens qui ont vécu. Ayant soutenu ma thèse en 1971 et pédiatre depuis 1975, j'ai suivi à peu près toutes les évolutions des différents programmes. Il y en a eu et il y en aura d'autres. Et c'est pourquoi je vous fais un petit rappel de ces différents programmes et de leurs résultats. Ensuite, quelques commentaires et après on va aborder les autres idées. Je disais que la santé de la mère et des enfants est une préoccupation majeure de toutes les communautés. Et dans les papyrus d'Égypte, vous avez ces traités qui parlent de la survie de l'enfant et de la mortalité maternelle. Nous n'inventons rien, nous faisons que des suites logiques. Alors, parmi les objectifs du millénaire de développement qui ont fait beaucoup de bruit, de salive et d'encre, et aboutir aux objectifs du développement durable, c'est qu'on a parcouru un long chemin. Ce processus est lié à plusieurs stratégies et programmes initiés dans les dernières années. Le premier texte fut pris en 1945 pour sécuriser la vie de la mère et de l'enfant. On les a appelés protection maternelle et infantile. D'autres pays ont suivi. Ensuite, il y a eu l'époque coloniale en ce qui nous concerne, parce que je crois savoir, malheureusement, je connais, à part l'Abyssinie, qui est l'Éthiopie, aucun État africain n'a été épargné par la colonisation. Et cette époque coloniale a créé les premiers hôpitaux et les médecins africains. Ensuite, en 1978, il y a eu cette conférence internationale à Alma-Ata pour le développement des communautés internationales, protéger, promouvoir la santé de tous les peuples du monde. Alors, les nantis et les grands dirigeants du monde commençaient à avoir une fibre sensible et être un peu humanitaire. Ensuite, ce programme n'ayant pas été appliqué, il y a eu cette réunion en 1981 pour parler de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avions cru, on pensait qu'on sortirait de l'ornière. Alors, il fallait que tous les habitants du monde aient un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. Vous savez ce qu'il y en a. Alors, après, c'était en 84. Les choses ne bougeant pas, on a dit, bon, UNICEF et OMS, ils se sont remis et ils ont créé le programme GOBI, groupe pour croissance, oral retardation
la RO, réhydratation orale, breastfeeding, l'allaitement maternel, immunisation. Après, ils ont ajouté les 3 F, le développement de la femme, le planning familial et le food complémentaire, c'est-à-dire apport alimentaire. De là, l'école de Londres, avec Morley, David Morley, a créé la pédiatrie en pays de développement. C'était la Bible de tous les vieux pédiatres. Il a été jusqu'à faire des plans des centres de santé communautaires. C'est pour dire qu'il a été loin. Et l'un de ces centres existe à Lambaréné. Je ne sais pas s'il y a des Gabonais dans la salle. À Lambaréné, un des premiers centres de David Morley a été mis en place à Lambaréné. Et c'était couplé à une mobilisation sociale, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas faire le bonheur des gens, malgré eux, il faut les mobiliser. Et cette mobilisation, on ne savait pas comment les faire, et cela a amené à l'initiative de Bamako. Mais avant, il y a eu la charte d'Ottawa, priorité d'action en 86. Élaborer des politiques de santé, créer un environnement favorable, bon, l'acquisition d'aptitude, l'orientation des services de santé, etc. Ça, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Je viens directement à l'initiative de Bamako en 87, à la demande de OMS Afro. Il y a une grande rencontre à l'hôtel de l'amitié de Bamako. On a appelé l'initiative de Bamako. Améliorer l'accès aux soins de santé primaires grâce à la décentralisation, la participation des communautés, un mécanisme d'autofinancement par la qualification des services et des médicaments. Ce sont vos CESCOM actuels. L'idée est née à Bamako et il y a connu des sortes différentes. Voilà l'architecture qu'on avait. D'abord, il y avait l'État, directement avec les communautés, le CESCOM, et le CESCOM était piloté par les populations. D'un côté, les organisations internationales, ce que vous appelez les PTF, les partenaires techniques et financiers, devaient financer, participer au financement. Les ONG devaient participer au financement. Et la communauté devait élire ses organes. Vous savez, on dit chez nous que la main qui donne en haut, la main qui est en bas, c'est celle qui reçoit. Et vous savez aussi que l'aide est liée, l'aide est conditionnée. Il ne faut pas se leurrer. Quand on vous aide, c'est qu'on attend de vous quelque chose en retour. Et de ce fait, l'Afrique ou nos pays ont pensé qu'ils allaient être accompagnés, financés, mais je crois que les attentes ne furent pas comblées. L'évaluation a montré une mauvaise qualité des soins périphériques. En effet, le personnel, d'abord on a mis les infirmiers. Je me souviens qu'un jour j'étais au ministère avec une délégation de Sarakole, mais on dit Soninke, de France, qui avait créé un CESCOM dans leur village avec un médecin, une sage-femme, la radiologie et le laboratoire. Le gouvernement a mis son veto en disant que ce n'est plus un CESCOM, c'est un hôpital. Donc vous ne rentrez pas dans l'architecture nationale du CESCOM. Mais moi j'étais au ministère, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent améliorer la santé de leur population. Et pour les questions administratives, des structures administratives, vous ne voulez pas leur donner leur agrément. Mais figurez-vous que ça n'a pas été facile. Et à l'époque, la médecine privée n'étant pas autorisée au Mali, ça crée beaucoup de désagréments pour ces populations. Alors, ce qui fait que la périphérie est un personnel non qualifié, une population rurale qui a très peu de moyens. Alors, les demandes se sont reportées sur les hôpitaux. Et malheureusement, encore aujourd'hui, comme disait un collègue, nos consultations sont thrombosées. C'est un cardiologue qui dit nos consultations sont thrombosées par des malades qui n'ont rien à y faire. Effectivement, la pyramide sanitaire du CESCOM au centre de santé régional et ensuite au CHU n'est pas respectée.
Celui qui a les moyens, il ne va pas au CESCOM. Parce qu'on dit qu'ils sont incompétents. Et malheureusement, c'était le talon d'Achille de notre système de santé. Le encombrement des services centraux, corollaire mauvaise qualité de ces services. Alors, le gouvernement, pour réagir, parce que ces hôpitaux sont dans les grandes villes, et politiquement l'influence étant là, a mis le paquet sur les hôpitaux en oubliant la périphérie. Ainsi, l'initiative de Bamako a été à peu près une coquille vide. Et jusqu'à présent, nous partageons un peu, on n'arrive pas à nous en sortir. Quel commentaire on peut faire de ça? Il y a eu très peu de résultats de ces programmes parce qu'il y avait un système de santé très faible. Encore, je ne pense pas qu'il soit très robuste. On avait des problèmes structurels, administratifs, sociaux et pratiquement pas de financement. Tout ce qui avait été promis dans les conférences n'ont pas été libérés. Je vous ai dit, vous savez pourquoi l'aide ne vient pas souvent. Quelqu'un a parlé de l'AS tout de suite. Il sait qu'ils têtent leur maman, c'est fini. Il n'y a plus de nourrice à côté. Alors là, intervenait un monsieur, le professeur Jeffrey David Sachs, qui était économiste à Columbia University, auteur de plus de 20 ouvrages, et qui a été sollicité par Kofi Annan. Et il est venu avec sa théorie du village planétaire de la globalisation. Il s'est dit, si en Afrique, il y a des épidémies, vous n'allez pas échapper.